Bonjour! Avez-vous déjà remarqué que la forme d'un objet affecte ce qu'il peut faire? Si vous êtes curieux de la science et de la technique, vous vous demandez peut-être quel est le lien avec la philosophie des sciences. En fait, c'est une question qui est très importante pour les scientifiques et les philosophes, car elle touche à la nature de la réalité. Vous avez sûrement entendu parler de l'importance de la structure d'un objet pour sa fonction, que ce soit dans les cours de sciences ou de technologie. Et la façon dont un objet est fait a un grand impact sur ce qu'il peut faire. Aristote, un philosophe de l'Antiquité, a déjà parlé de cela. Il pensait que la forme d'un objet détermine son but. Par exemple, une graine semble simple, mais sa structure interne lui permet de devenir une plante. Ou si on regarde les étoiles, eh bien leur structure interne dicte leur vie, de la naissance à leur fin, en supernova ou en trou noir. Regardons un outil courant, le marteau. Il a un manche et une tête pour frapper un clou. Eh bien sa forme et ses matériaux sont choisis pour cette fonction. Alors que ce soit dans la nature ou les inventions humaines, vous voyez que la structure et la fonction sont toujours liées. Et la construction d'un objet détermine ce qu'il peut faire. C'est fondamental pour comprendre et interagir avec le monde. En philosophie, on parle de téléologie, qui est l'étude de la finalité ou des objectifs. Donc le mot vient du grec télos, qui signifie le but, et logia, signifiant l'étude de. En sciences modernes, prenons l'exemple de l'ADN. Sa structure en double hélice a évolué sur des milliards d'années pour répondre aux besoins des êtres vivants. Sa forme permet de protéger et de copier l'information génétique avec précision. Alors en biologie, on parle de l'étude de la morphologie. Cette information sert à fabriquer des protéines qui ont toutes une forme unique pour remplir leur rôle, comme transporter l'oxygène ou aider à la digestion. Les ponts suspendus sont aussi un exemple d'ingénierie où chaque élément est conçu avec un but. Ils doivent tenir de lourdes charges et résister à des forces comme le vent ou les tremblements de terre grâce à leur conception spéciale. Pour les circuits électroniques, chaque pièce a sa propre structure et fonction, comme les transistors qui agissent comme des interrupteurs, les condensateurs qui stockent l'énergie, les résistances qui régulent le flux des électrons. Donc la magie arrive quand ces pièces sont mises ensemble pour créer des appareils qui peuvent traiter et transmettre des informations très vite, comme pour écouter de la musique ou envoyer un email. Alors à partir de là, la relation entre structure et fonction est au cœur d'une introspection profonde sur la nature fondamentale des objets et des êtres. Quels sont la causalité et le déterminisme et la place de ces objets dans l'univers. Alors l'idée que la structure préordonne la fonction suggère forcément une forme de déterminisme rigide. Ça serait un déterminisme similaire à la manière dont les rouages d'une horloge, une fois assemblés, guident inexorablement le mouvement des aiguilles. Dans cette perspective, effectivement, la structure d'un objet définirait de manière presque inévitable sa fonction, et pour un être humain, ça voudrait dire que la génétique initiale code le destin, c'est-à-dire que tout serait écrit dans l'ADN. Cependant, si nous inversons cette logique et considérons que c'est la fonction qui façonne la structure, eh bien cela suggérerait que c'est l'objectif ou le besoin de remplir une certaine fonction qui façonne et détermine la structure. C'est un peu comme si la trame d'une histoire influençait la façon dont elle est écrite. Cette interrogation n'est pas qu'une simple gymnastique intellectuelle, elle résonne profondément dans les débats philosophiques sur les dichotomies telles que nature contre culture ou encore inné contre acquis. Sommes-nous purement le produit de notre génétique? Ou est-ce que nos expériences et nos environnements jouent un rôle déterminant dans ce que nous devenons? Examinons un peu plus profondément la relation structure-fonction pour les ingénieurs, les biologistes ou les physiciens. Alors l'ingénierie s'appuie bien sûr sur les lois de la physique classique pour concevoir des structures stables et fonctionnelles telles que des ponts ou des bâtiments. Donc les matériaux utilisés sont choisis en fonction de leur structure atomique et moléculaire, ce qui détermine leurs propriétés. Le déterminisme en ingénierie est donc crucial pour prédire le comportement d'une structure en connaissant les forces en présence et les conditions initiales. Alors cependant, l'innovation en ingénierie peut aussi provenir de l'expérimentation avec des nouvelles formes et des nouveaux matériaux, comme l'a montré Richard Buckminster Fuller avec ses dômes géodésiques. Par ailleurs, les découvertes fortuites, telles que celle du téflon, rappellent que le hasard joue aussi un rôle dans l'avancement de la science des matériaux, permettant parfois de trouver des solutions inattendues aux problèmes techniques. Alors en biologie,
C'est la théorie de l'évolution de Darwin qui met en lumière l'interaction entre le hasard via les mutations génétiques aléatoires et le déterminisme par le biais de la sélection naturelle. Ici, les mutations introduisent une diversité génétique par des changements imprévisibles dans l'ADN, tandis que la sélection naturelle, c'est un processus prévisible qui favorise les traits avantageux pour la survie et la reproduction. C'est ensemble que ces forces façonnent l'évolution avec les mutations fournissant le matériel génétique brut et la sélection naturelle affinant les populations pour s'adapter aux environnements changeants. Récemment, en mécanique quantique, on trouve un mélange de déterminisme et de hasard. Les particules quantiques sont guidées par des règles précises, mais lorsqu'on les observe, il y a toujours une part de chance qui entre en jeu. Par exemple, si on suit une particule, on peut prédire son comportement jusqu'à ce qu'on la mesure. À ce moment, elle peut donner des résultats imprévisibles. C'est comme si on avait un chat dans une boîte qui est à la fois endormi et éveillé. Et on ne sait dans quel état il est jusqu'à ce qu'on ouvre la boîte. Ce mystère autour de l'observation et puis les résultats aléatoires, tout ça a conduit à plusieurs théories qui essaient d'expliquer comment fonctionne vraiment l'univers au niveau le plus fondamental. En définitive, avec les progrès de la science contemporaine, tels que la théorie de l'évolution et la mécanique quantique, nous observons un déclin de la vision téléologique d'Aristote, où chaque élément sur Terre aurait une finalité intrinsèque. Cette conception perd du terrain face aux critiques de penseurs modernes, comme nous l'avons déjà vu, Karl Popper, qui ont contesté l'idée du déterminisme en avançant que nous ne discernons que des corrélations et non des causes fondamentales. En outre, les existentialistes du XXe siècle, tels que Sartre, Heidegger et Camus, ont avancé la notion révolutionnaire que notre existence précède notre essence et que notre destinée est sculptée par nos propres choix et actions plutôt que tracée par avance. Malgré le fait que la pensée d'Aristote ait guidé de nombreuses générations, aujourd'hui, elle se trouve diluée parmi une multitude de perspectives dans le débat en cours sur la causalité, le déterminisme et le rôle de l'indétermination. Un exemple frappant de cette complexité est le repliement des protéines, dont le processus peut être déterminé par l'intelligence artificielle, mais dont la raison sous-jacente du repliement demeure énigmatique. Elle nous pousse à enquêter non seulement sur le comment des phénomènes, mais plus profondément encore sur le pourquoi. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle pourrait s'avérer être un outil précieux, augmentant notre aptitude à analyser, modéliser et déchiffrer les mystères du monde. Cependant, il convient de souligner que l'IA est un auxiliaire plutôt qu'un substitut de la cognition humaine. Elle peut contribuer à préciser les interrogations et formuler des hypothèses, mais ne saurait se substituer à la réflexion philosophique et éthique qui est le propre de l'humain dans ces débats. Donc je vous invite à vous questionner sur quelles seront les histoires que nous choisirons de raconter avec les pinceaux de la technologie naissante de l'intelligence artificielle. Voilà, ce voyage à travers la philosophie, la science et l'ingénierie nous montre combien la quête de connaissances est précieuse. Et tandis que je vous encourage à poursuivre cette curiosité, je dois avouer, les livres sont un peu comme les haltères pour le cerveau. Ils structurent notre pensée. Alors, continuons de nourrir nos muscles cérébraux, d'avoir des outils aiguisés, et qui sait jusqu'où cette curiosité nous mènera. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à poster des commentaires et je vous dis à bientôt.